On finit avec le lauréat d'hier, le Dr Jean-Mathieu, que vous connaissez tous, qui va partager avec nous ses réflexions sur le travail de son groupe sur la mesurerie des paramètres cliniques de l'ataxie de Charlevoix, si important dans notre projet. Et je pense que ça a été reconnu très bien par les Instituts canadiens quand on a soumis la demande, que cette idée d'avoir une composante clinique active qui va accélérer le processus de retour de la molécule thérapeutique vers le malade est essentielle. Alors, Jean, merci Bernard. Alors, bonjour tout le monde. De nouveau bonjour. Alors, moi, je vais vous présenter un peu dans la même lignée que ce que Bernard vient de faire. C'est le même projet, mais c'est la partie plus clinique, où éventuellement, ce qu'on veut développer, c'est des instruments de mesure de la maladie pour être capable d'appliquer ces instruments-là dans un essai thérapeutique ou au moins mieux connaître l'histoire naturelle de la maladie. Alors, les gens qui travaillent avec moi sur ce projet-là, il y a évidemment Bernard et Jean-Pierre. Il y a également Isabelle et Lester et Caroline Lavoie qui sont à la maîtrise et Cynthia également. Jean-Pierre a fait l'historique tantôt. Jean-Pierre, je suis content que tu sois là parce que je veux faire la petite histoire que tu ne connais pas. On est en septembre 1971. Je suis en mon deuxième année de médecine. Je suis président de l'Association des étudiants en médecine de l'Université de Montréal. Et il y a un bonhomme qui vient me voir, qui s'appelle Claude Saint-Jean, qui dit « Je veux faire de la recherche sur ma maladie. » Et je l'ai envoyé à André Barbeau. Ça, c'est la petite histoire. La vraie histoire, c'est celle que vous voyez là. Alors, elle se distingue de l'ataxie de Friedreich pour plusieurs raisons. L'ataxie de Charlevoix-Saguenay apparaît beaucoup plus tôt, dès l'apparition de la marche. Elle a une progression plus lente parce qu'elle permet de survivre jusqu'à dans la soixantaine ou même plus. C'est une ataxie spastique hyperréflexique. Il n'y a pas de cardiopathie comme on voit dans l'ataxie de Friedreich. Il n'y a pas de scoliose, il n'y a pas de diabète. Donc, c'est une maladie plus purement neurologique. Jean-Pierre a présenté un peu tantôt cette façon-là de voir la maladie. Alors, je pense que c'est précieux parce qu'effectivement, notre outil d'évaluation va être bâti à partir de cette typologie-là en atteinte cérébelleuse, pyramidale et polyneurotique. Alors, l'atteinte cérébelleuse, je reprends en gros les signes importants de la maladie, mais c'est ça qui va être inscrit dans notre éventuelle échelle de sévérité. Alors, évidemment, c'est des patients qui marchent avec retard autour de 18 mois. C'est une ataxie progressive qui représente dès l'apparition de la marche. Ça s'accompagne de dysymétrie au niveau des membres supérieurs et inférieurs, de dysarthrie et de nystagmus. Dans ces éléments-là, il y en a qui sont intéressants parce qu'ils sont progressifs, donc ils vont faire partie de notre échelle de gravité. D'autres n'y seront pas comme le nystagmus parce que c'est toujours présent et ça n'évolue pas vraiment. L'atteinte pyramidale est caractérisée par une spasticité au niveau des membres inférieurs, alors qu'il n'y a pratiquement pas de spasticité au niveau des membres supérieurs. Les réflexes sont augmentés, mais sont toujours augmentés au cours de la maladie, donc ce n'est pas un signe progressif, donc ce n'est pas intéressant pour nous en termes, encore une fois, de l'évolution de l'histoire naturelle de la maladie. Le clonus achillien est présent chez les enfants jusqu'à l'adolescence, va disparaître avec la disparition du réflexe ostéotendineux achillien vers 20-25 ans. Les cutanées plantaires sont à peu près toujours en extension de cette maladie-là, alors c'est un signe distinctif de la maladie pour dire qu'il y a l'atteinte pyramidale, mais encore une fois, dans le contexte d'une évolution de la maladie, ça ne nous intéresse pas parce que c'est toujours là. Il y a une faiblesse progressive des membres inférieurs, ça nous intéresse, et c'est ça qui va entraîner éventuellement l'usage d'un fauteuil roulant. On va en voir tantôt les caractéristiques et à quel âge. Ces patients-là présentent tous une vessie neurogène spastique avec éventuellement des urgences mictionnelles qui va se transformer en incontinence urinaire. L'atteinte polynévritique, elle, se caractérise par le pied creux, éventuellement une atrophie qu'on voit au niveau de la musculature des interosseux de la main, avec une main qu'on dit cubitale, on en a deux exemples ici. Une abolition, comme je le disais tantôt, des réflexes achilliens vers 25 ans qui est due à l'atteinte polynévritique qui progresse. Et une réduction progressive de la proprioception, de la palesthésie, notamment au niveau des membres inférieurs. Donc, c'est quelque chose de mesurable. Ça, et ça, on va s'en servir effectivement dans notre recherche. Il y a une notion très importante dans cette maladie-là, c'est même si on est dans une maladie récessive où habituellement le phénotype est relativement constant d'un patient à l'autre, il y a beaucoup de variabilité phénotypique dans l'ataxie de Charlevoix-Saguenay.
Et ça explique probablement ce qui fait que dans certains pays, on a l'impression qu'on a des formes plus mineures, des formes plus majeures, mais dans le fond, quand on regarde notre propre clientèle, on voit cette diversité-là de phénotypes. Alors donc, dans ces trois types d'atteintes-là, il y a des patients qui sont extrêmement pyramidaux, ils ont une atteinte spastique beaucoup plus sévère, beaucoup plus précoce. À l'inverse, d'autres ont surtout une forme cérébelleuse avec pratiquement pas d'atteinte pyramidale, même tardive. Et certains ont une atteinte vraiment beaucoup plus polymyélitique avec une amyotrophie très importante des membres supérieurs et inférieurs. Alors, cette dernière forme-là est beaucoup plus rare. J'ai quelques patients que je peux identifier où vraiment l'atteinte polymyélitique est beaucoup plus sévère. Mais ce qu'on voit vraiment beaucoup, et ça c'est important parce que pour nous comme cliniciens, parce que la spasticité c'est peut-être un aspect qu'on peut traiter, donc on aime bien l'identifier tôt, mais il y a des patients donc qui sont surtout pyramidaux. Voilà, alors ça ne fonctionnera pas. Alors je vais vous le décrire. Ce patient-là ici qui avait une forme pyramidale surtout, il y a 32 ans, je veux dire, il avait une démarche extrêmement spastique. Dans la vidéo, je montrais qu'il tombait dans le rideau tellement, je veux dire, il y avait des difficultés à se déplacer. Cette patiente-là ici, je veux dire, elle a été filmée à 52 ans et elle se déplaçait uniquement avec une canne, avec une vitesse de marche pratiquement normale. Là, cette dame-là, dans la quarantaine, monte encore sur son toit pour faire ses réparations. Il y a des patients qui, à 20 ans, je vous dis, sont déjà au fauteuil roulant avec cette maladie-là. Ça vous illustre simplement ce que je viens de vous expliquer, là, je veux dire, une extraordinaire variabilité. On est toujours, ces deux patients homozygotes pour la même mutation. Alors donc, c'est pas sur le plan génotypique, là, je veux dire, qu'il y a une distinction. Il y a vraiment une variabilité. Et c'est en grande partie, nous, on pense, on n'a pas été capable de démontrer jusqu'à maintenant que l'atteinte pyramidale est probablement ce qui fait prendre le fauteuil roulant beaucoup plus tôt dans cette maladie-là, alors que les patients qui n'ont qu'une composante presque purement cérébelleuse vont marcher beaucoup plus longtemps. Clinique classique, des chutes fréquentes dès l'apparition de la marche, une ataxie qui est relativement peu sévère jusqu'à l'adolescence, l'utilisation de la canne de la marchette entre l'âge de 20 et 35 ans, et le fauteuil roulant qui est pris, vous voyez l'âge moyen de 41 ans, c'est encore les chiffres de Jean-Pierre, je n'ai pas de chiffres plus récents là-dessus, mais l'âge moyen est à 41 ans, et vous voyez l'étendue, il y a des patients qui prennent le fauteuil roulant à 17 ans, d'autres à 58 ans, donc c'est extrêmement variable. Et cette variabilité-là, à mon avis, à moi, est due surtout à la présence ou non d'une atteinte pyramidale importante, donc une spasticité importante ou non. L'âge moyen au décès est autour de 59 ans, mais ça peut aller, on a des patients qui survivent jusqu'à 73 ans. C'est une progression qui est relativement linéaire. Ici, c'est une échelle que j'avais utilisée il y a plusieurs années, l'échelle qui avait été faite par André Barbeau lui-même, pour ses études, justement, dans le cadre de ce que Jean-Pierre parlait tantôt, de l'étude coopérative québécoise. Cette échelle-là, malheureusement, n'a jamais été standardisée, n'a jamais été validée, alors ce qui fait que, je veux dire, puis c'est une échelle plus générique, je veux dire, alors donc, c'était moins utile pour nous maintenant dans le cadre de ce qu'on fait. Mais en fait, avec cette échelle-là, on voyait quand même que, je veux dire, avec l'âge, il y avait vraiment une progression linéaire au score de Barbeau. Alors, c'est donc une évolution relativement prévisible dans le temps. Sur le plan épidémiologique, ben on en a parlé tantôt, je m'y attarderai pas. On a encore 182 patients ici au Saguenay qui sont atteints. Ce qu'on voit, je veux dire, la question avait été posée hier, où est-ce qu'on en est chez les plus jeunes? On voit quand même que le dépistage génétique qui est fait par le service de conseil génétique, qui est fait par la clinique des maladies neuromusculaires, qui va être fait maintenant avec le programme provincial qui est mis en place depuis 2 ans de dépistage de porteurs de maladies récessives au Saguenay-Lac-Saint-Jean, commence à porter ses fruits. On voit que des patients, je veux dire, entre 0 et 9 ans, on en a beaucoup moins maintenant qu'on en avait il y a 20 ans. Donc, on a un impact, je veux dire, on va avoir un impact sur la prévalence de la maladie dans ce domaine avec le programme de dépistage. Bon, alors on s'en vient vers notre échelle. En passant, on l'a appelé l'échelle avance pour ARSAC Rating Scale. Là, ce matin, en voyant Jean-Pierre Bouchard, je me dis, j'ai un problème. On a une maladie décrite chez les Canadiens français par un francophone, puis on va donner le nom du... Alors, la maladie elle-même, d'ailleurs, on n'a jamais appelé ça la maladie Bouchard. Je pense que là, on va peut-être travailler là-dessus, Bernard. Là, je veux dire qu'on va trouver un nom, je veux dire, à cet échelle-là, on va au moins mettre le nom de Bouchard dans ça. Barras. Ça fait un peu révolutionnaire. Mais on va y passer, là, puis on va trouver un autre nom. Alors, l'idée, c'est que dans des échelles d'évaluation, dans des essais thérapeutiques ou dans l'évolution des différentes formes d'ataxie, parce qu'on n'est pas les seuls à travailler sur les ataxies,
Il y en a plusieurs des échelles qui ont été décrites dans la littérature. Ce sont en général des échelles surtout qu'on appelle génériques, c'est-à-dire c'est des échelles générales qui peuvent être utilisées pour toutes les formes de taxi. Elles ont toutes le désavantage, en général, de surtout évaluer que la portion cérébelleux, donc la dissymétrie, la dysarthrie, l'ataxie elle-même, mais toutes les autres composantes qui nous intéressent, nous, et qui sont spécifiques au Charlevoix-Saguenay, notamment la composante granulaire dont je parlais tantôt, la composante polynégétique, la plupart de ces échelles-là, évidemment, n'en tiennent pas compte, puisque, je veux dire, ils ont fait une échelle plus générale. Alors, une des échelles les plus utilisées dans le monde actuellement, c'est l'échelle SARA, qui est une échelle qui est bien validée. En fait, toutes ces échelles-là sont validées, là, je veux dire, dans la littérature. C'est pas ça le problème, c'est simplement qu'encore une fois, elles ne mesurent en général que les aspects cérébraux. Celle la plus utilisée, c'est l'échelle SARA. On parle d'échelles semi-quantitatives parce que ce sont des échelles qui sont basées sur des items qui sont évalués selon un score ordinal, donc de 0 à 5, par exemple, de 0 étant normal, 5 étant le plus sévère. Et souvent avec un score global qui peut être sur peu importe, là, je veux dire 50, 100 ou 200. Mais ce sont toutes des échelles semi-quantitatives à cause de l'utilisation des systèmes de variables ordinales. Il y a des échelles qui sont semi-quantitatives mais qui mesurent d'autres éléments que simplement la taxie. Alors, je veux dire, il y en a une échelle ici qui a été développée pour l'atrophie multisystémique. Encore une fois, il y a des composantes extrapyramidales là-dedans qui nous intéressent pas beaucoup. Il y a une échelle spécifique qui a été faite pour le Friedreich. Il y a des échelles qui ont été faites pour d'autres formes d'ataxie spinocérébelleuse. Il y a beaucoup d'échelles qui ont été faites, qui ont été développées pour les ataxies spinocérébelleuses dominantes, je veux dire, entre autres le Macado-Joseph. Il y a beaucoup de travail qui a été fait pour ces maladies-là, mais encore une fois, ce ne sont pas des échelles adaptables ou en tout cas utilisables pour nous, parce que, entre autres, le Macado-Joseph a des composantes, je veux dire, qui ne sont pas du tout d'intérêt pour le taxi de Charlevoix-Saguenay. Il y a des échelles également qui ont été développées pour les symptômes non ataxiques. Alors, il y a un inventaire qui a été fait. Je veux dire, le désavantage de cet inventaire-là, c'est que tous les symptômes sont uniquement en oui ou non. Puis encore une fois, l'inventaire est extrêmement large parce que c'est une échelle générique. Donc, ça doit englober à peu près tous les symptômes neurologiques. Donc, pas vraiment utilisable pour nous, mais on a retenu l'idée. On va le voir dans notre échelle où on a une section, je veux dire, sur les symptômes non ataxiques qu'on inclut dans notre échelle. Enfin, il y a des échelles quantitatives. Alors là, on a parlé du semi-quantitatif jusqu'à maintenant, mais là, il y a des échelles quantitatives de mesure de l'ataxie. Essentiellement, c'est des tests qui sont quantifiables là, en secondes, en pieds, en temps. Donc, ils donnent une valeur qui est quantifiable. Alors, il y en a un certain nombre, là, je veux dire, qui sont ici, qui sont numériques. Mais les tests qui sont dans... C'est souvent l'addition d'un certain nombre de tests, la vitesse de pronation-supination, de taper avec un doigt sur une clé d'ordinateur, le 9-hole-peg test, le PATA, c'est-à-dire répéter PATA pendant X temps et combien de fois on est capable de faire, le temps de marche sur 25 mètres, je veux dire, bon, tous les tests comme ça, je veux dire, qui, autrement dit, nous donnent une valeur, je veux dire, qui peut être quantifiable. Et il y a souvent des index, là, je veux dire, qui sont des composites de ça, c'est-à-dire qu'on additionne, je veux dire, chacune de ces valeurs-là, je veux dire, en passant par des scores Z qui nous permettent de donner un score global, qu'on appelle des échelles composites, quelque chose qu'on va éventuellement faire nous aussi. Bon, bref, il y a du matériel qui existait déjà, notre travail qu'on a fait, et ça, si vous êtes allé voir les posters qui étaient présentés hier, je ne sais pas s'ils sont encore là aujourd'hui, de Isabelle et Caroline. C'est le travail qu'on a fait avec elles, je veux dire, c'est de regarder chacune de ces échelles-là et de retirer de ces échelles-là les éléments qui nous semblaient pertinents pour l'ataxie de Charlevoix-Saguenay et de les inclure dans une échelle qui nous est propre. Il y a également, j'oubliais, des échelles auto-rapportées de mesure. Alors ça, c'est dans le questionnaire qui est spécifiquement fait, qui est rempli par le patient lui-même. Pour l'instant, je veux dire, c'est pas notre intérêt de le faire, mais éventuellement, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on veut développer, nous, pour le Charlevoix-Saguenay? On veut une échelle qui est fiable, donc il va falloir mesurer la fiabilité, il va falloir qu'on la valide, il va falloir que ce soit une échelle qui est sensible au changement. Donc ça, c'est des qualités métrologiques de l'échelle qu'il va falloir démontrer éventuellement. On veut une échelle qui va être utile pour le suivi longitudinal à long terme des patients, parce qu'on veut faire une étude sur l'histoire naturelle de la maladie, donc ce n'est pas uniquement quelque chose qu'on va utiliser dans un essai thérapeutique, mais on veut connaître aussi l'histoire naturelle de la maladie. Donc, on veut une échelle qui va être utilisable dans ce sens-là, donc qui va être utilisable tout au cours de la maladie. Donc, ce n'est pas évident d'avoir une échelle qui est d'utiliser des tests
Les patients évoluent avec le temps, les patients sont ennuyants, rendus à une certaine période où ils ne le sont plus. Donc, il y a des tests qui sont faisables à un âge et ne sont plus faisables à l'autre. Donc, ça te limite dans le choix, je veux dire, des tests que tu peux entrer dans une échelle. Puisque s'il y a certains tests qui sont plus faisables, je veux dire, ben là, il y a une échelle plus valide, je veux dire, un certain groupe d'âge. Il faut que ce soit une échelle qui est réalisable dans un temps clinique qui est raisonnable. Alors, donc, pas une échelle qui va prendre 3 heures, je veux dire, mais qui va prendre quelques minutes à une demi-heure, quelque chose comme ça. Ça a été tout un tour de magie, je veux dire, et c'est pas encore réglé. On a nos étudiants qui travaillent fort pour nous rajouter du matériel qui fait que c'est plus long, mais enfin, on a un petit contentieux là-dessus encore. En fait, une échelle qui est utilisable à tous les âges et à tous les stades de la maladie, c'est ce que je disais tantôt, et qui pourrait être utilisable par nous, évidemment, puis aussi utilisable en réadaptation. Alors, donc, pourrait être utilisable, je veux dire, à des fins de suivi thérapeutique, ou pas uniquement par nous, mais également en réadaptation. Alors, la spécificité de ce qu'on veut, c'est d'abord, c'est une échelle qui est multidimensionnelle parce qu'elle est basée sur les caractéristiques spécifiques de l'ataxie. Il y a donc une composante qui mesure l'atteinte cérébelleuse, l'atteinte pyramidale, l'atteinte polynévritique. Il y a, comme je le disais tantôt, des aspects de l'ARSAC qui ne seront pas tenus en compte parce que, je veux dire, il n'y a aucune progression, notamment la présence de stries rétiniennes au fond de l'œil. C'est un élément intéressant quand on fait un diagnostic, mais c'est quelque chose qui ne bouge pas dans le temps, donc ça n'a aucun intérêt dans une échelle pour évaluer la gravité et la progression de la maladie. Même chose pour le réflexe ostéotendineux. Et il y a des choses qu'on ne tient pas compte, mais qui ont été évaluées dans d'autres échelles parce que ce n'est pas présent dans l'ataxie de Charlevoix-Saulnier, notamment la faiblesse au membre supérieur, excepté au niveau des interosseux. Je veux dire, il n'y a aucune faiblesse au membre supérieur, même jusqu'à très longtemps dans cette maladie-là, sauf au niveau de la main. Donc, l'évaluation musculaire proximale du membre supérieur, ça n'a pas d'intérêt dans une échelle comme la main. Également, l'évaluation de la spasticité au niveau des membres supérieurs. Il n'y a à peu près jamais de spasticité au membre supérieur. La spasticité se concentre au membre inférieur. Donc, il n'y a pas d'intérêt à mesurer la spasticité au membre supérieur dans cette maladie. Sauf probablement très tardivement dans la maladie, mais ça n'a pas d'intérêt pour une échelle qu'on veut utiliser à tout âge. Alors, donc, notre échelle contient 5 domaines. L'atteinte cérébelleuse, elle est évaluée par un certain nombre de mesures. Alors, on évalue le langage. On utilise la spirale d'Archimède, qui est une spirale qu'on fait faire au crayon par le patient, qui nous permet de mesurer la dysmétrie. On fait un test doigté assez classique, un test de poursuite du doigt, qui est également un test neurologique assez classique pour vérifier s'il y a de la dysmétrie. On fait la même chose au niveau du pied, avec un cercle avec le pied, le Limocote, qui est un test qui a été standardisé par Joanne Desrosiers à Sherbrooke, qui est un mouvement d'avant-arrière du pied en position assise pour mesurer combien ça prend, en combien de temps on est capable de faire le mouvement ou combien de temps de secondes, combien de mouvements on peut faire. Alors donc, on est en train de standardiser le premier pour le taxi. Alors ça, c'est pour l'atteinte cérébelleuse. Pour l'atteinte pyramidale, on mesure le tonus musculaire au niveau de 3 groupes musculaires en utilisant l'échelle d'Ashworth, qui est une échelle assez classique, connue. On le fait au niveau des adducteurs, on le fait au niveau des ischio-jambiers et des quadriceps. On utilise l'échelle de spasme de Penn, qui est une échelle connue depuis très longtemps pour la quantité de spasme à l'heure de tous les jours. On mesure la force proximale au niveau des membres inférieurs, au niveau des 4 groupes musculaires, les adducteurs, les cuisses, les fléchisseurs, les quadriceps et les ischio-jambiers. On est en proximal parce que, je veux dire, l'atteinte distale au niveau des membres inférieurs nous intéresse, mais elle va être évaluée dans la partie polynévritique. On va vérifier la présence de rétraction des tendons d'Achille. On a voulu essayer de voir si on était capable d'utiliser l'Ashworth pour les genoux. Le problème, c'est qu'avec la rétraction tendineuse dans cette maladie-là, au niveau des tendons d'Achille, on n'a tellement pas de mobilité au niveau de l'Achille que c'est extrêmement difficile pour les cliniciens de grader l'échelle d'Ashworth. Alors, ce qui fait qu'on a préféré utiliser simplement une échelle de gradation de la sévérité de la rétraction du tendon d'Achille, qui nous donne une mesure indirecte, dans le fond, de la spasticité au niveau des genoux. On a également développé une petite échelle d'évaluation de la fonction vésicale à partir de la fonction vésicale est normale, en passant par les urgences missionnelles jusqu'aux incontinences urinaires. Alors, tout ça fait partie donc de l'atteinte de la composante pyramidale. La composante polynévritique, on vérifie la présence de pieds creux. Pas évident, Jean-Pierre, mais quand on a travaillé sur la définition de ce que c'est un pied creux, puis on a réalisé que, bon, évidemment, les neurologues ont dit ça, c'est un pied creux. Bon, mais comment tu définis ça? À partir de quoi c'est un pied creux? Alors, on s'est trouvé de façon, effectivement, de le définir. Je pense qu'il est correct. On vérifie la vibration avec le diapason au niveau de la maladie en secondes. Ça vient directement de l'échelle d'André Lambert.
Et on vérifie la force distale au niveau des membres supérieurs, l'adducteur court du pouce, le premier interosseau dorsal et les membres inférieurs au niveau de l'extenseur propre du gros orteil et des dorsifléchisseurs du pied. Alors ça nous donne une idée, encore une fois, de la composante surtout polynévritique. On a sorti de l'atteinte, évidemment que la marche, et la démarche des patients est de type spastique ataxique, donc c'est une composante mixte. Alors donc, on n'a pas voulu l'inclure dans le domaine cérébelleux-pyramidal parce qu'il y a une composante souvent mixte, donc on en a fait un élément isolé de la mobilité, de l'équilibre assis. Alors on fait un tandem, on fait l'échelle ambulatoire de Hauser, qui est une échelle, je veux dire, sur 10 points, je veux dire, pour mesurer la marche, aller juste le patient au fauteuil roulant, et une échelle d'équilibre assis. Alors, le seul endroit dans toute notre échelle où on va avoir un effet de plafond, c'est ici, parce qu'évidemment que le patient, à partir du moment où il est au fauteuil roulant, il va coter le score maximum et ça va rester là. Donc, il va avoir un effet plafond ici, on le sait d'avance. Et finalement, on a un cinquième domaine où on a inscrit en oui ou non, simplement présence ou absence, un certain nombre d'autres symptômes qui sont souvent reliés à l'apathie chlorosagmée, dont la présence de troubles cognitifs, la surdité, l'épilepsie, la choréathétose, la présence de douleurs neuropathiques et la dysphagie. On verra à terme si effectivement on va garder ça dans notre échelle. C'est encore une fois, il faut comprendre que tout ça est en construction et que, je veux dire, éventuellement, il y a peut-être des choses qui vont évoluer. Alors, tout ça nous donne donc 5 domaines avec un certain nombre de points dans chacun des domaines. Pour l'instant, le score global de l'échelle est sur 104 points maximum, 0 étant normal, 104 points étant patient, je veux dire, avec l'atteinte maximale. Alors, il y a une pondération là, alors, la notion de pondération ici, dépendant des domaines, reste encore à travailler. Parce que, je veux dire, on a donné une pondération surtout importante en termes cliniques. On pense que l'aspect pyramidal a ce qui a le plus d'impact sur le plan clinique, donc on a donné plus de points pour l'atteinte pyramidale, un peu moins pour l'atteinte cérébelleuse, moins pour l'atteinte polynévritique parce qu'elle a moins d'impact clinique pour le patient. La mobilité et l'équilibre a quand même 10 points, puis les autres symptômes ont quelques points pour chacun des symptômes. Donc, ce qui fait un score total de 104 points. Alors ça, c'est la version 28 mai 2012. Il y a eu 18 versions antérieures. Louise le sait, je veux dire, elle nous imprime ça tous les 3 jours. Il y a eu alors là, je vous présente un petit peu de résultats préliminaires sur les versions antérieures de ça. Je veux dire, on a eu une première version sur laquelle on a travaillé, il y avait 68 points à l'époque, toujours sur le même principe de ces 3 degrés domaines-là de l'atteinte pyramidale cérébelleuse du premier médecin. Alors donc, une première échelle qui était sur 68, une deuxième sur 75 points. Alors, quelques résultats préliminaires. Bon, en fait, évidemment qu'il faut regarder, je veux dire, la distribution, je veux dire, des scores qu'on obtient selon les sous-scores et les scores totaux pour voir un peu la distribution. Alors ça, on a regardé si la distribution était normale ou pas. Alors, pour certains types, c'est plus normal, d'autres, ça l'est moins. Donc, il y aura peut-être de la transformation à faire éventuellement. Mais ça, c'est des analyses, puis la gymnastique statistique qui sera faite dans un deuxième temps, quand on aura des scores plus avancés. Même chose pour regarder, je veux dire, la corrélation entre les sous-scores. C'est une évidence que, je veux dire, c'est une maladie dégénérative évolutive. Alors, et on a regardé les patients à partir de l'âge de 18 ans jusqu'à 60 ans. Alors, c'est tout à fait normal qu'il y ait une corrélation assez forte entre les sous-scores, à la fois pyramidal et cérébelleux-pyramidal et polynévritique, puisque la maladie évolue. Alors, donc, c'est tout à fait normal. Ce genre d'analyse-là, je veux dire, n'est pas intéressante quand on regarde l'ensemble de la population. Ce qu'il va falloir faire éventuellement quand on aura fait la deuxième étape que je vais vous présenter tantôt, c'est de regarder ça par sous-population, c'est-à-dire les plus jeunes, par groupe d'âge, autrement dit, pour regarder différents stades de la maladie. Est-ce qu'on conserve encore tout le temps, je veux dire, des corrélations aussi fortes, je veux dire, entre le cérébelleux et le pyramidal? Si c'est le cas, on pourrait se faire dire, pourquoi vous mesurez tout ça, c'est une maladie, vous mesurez juste 3 items, je veux dire, puis vous allez savoir votre score, ça va revenir absolument même. Alors donc, ça, c'est des choses qu'il va falloir considérer plus tard, quand on aura par groupe d'âge ou par stade de la maladie, parce que probablement que les plus jeunes, on va s'attendre à ce que probablement la corrélation entre le pyramidal et le cérébelleux va être moins bonne que quand on regarde sur l'ensemble de la population. Mais ça reste encore à faire. Ici, on a regardé les résultats en fonction de l'âge. Alors, donc, ce qui était attendu, je vous l'avais montré tantôt avec l'échelle Barbeau que j'avais faite il y a 20 ans. Je vous dis, on obtient à peu près les mêmes résultats avec notre propre échelle. Quand on regarde le score global, on voit que c'est carrément linéaire avec l'âge.
c'est attendu. Je veux dire, c'est une maladie lentement progressive. Je veux dire, on s'attend exactement à ça. Je veux dire, il n'y a pas de surprise là. On voit l'effet plafond ici, je veux dire, du score sur la marche, parce que je veux dire, c'est un score sur 10 points, donc il y a vraiment un effet plafond. Sinon, toutes les autres échelles, les sous-scores sont linéaires, je veux dire, ce qui est attendu. Il n'y a pas d'effet. Ce qui est important à ce stade-ci, c'est de réaliser qu'il n'y a quand même pas d'effet plancher ou plafond pour le score global et l'ensemble des sous-scores importants. Donc, ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça maintenant? Alors, en mars 2013, avec nos 2 étudiantes à la maîtrise, on veut faire une étude de validité de cette échelle-là. On veut prendre 50 patients RSAC, on va les faire évaluer une première fois par 2 physiothérapeutes différents à 2 moments différents, et un peu plus tard par la première des 2 physiothérapeutes, je dis qu'il va évaluer au premier temps, mais à un moment différent. Tout ça pour, d'une part, ici, évaluer la fiabilité entre les observateurs eux-mêmes, et ensuite la fiabilité pour le même observateur lui-même. Je veux dire, s'il obtient tout le temps le même score, une fois. Alors, ça, c'est des études assez classiques maintenant pour la validation, on va dire, de base des échelles qui sont construites. Et on va faire en même temps une validité de construit, je veux dire, de cette échelle-là, c'est-à-dire qu'on va corréler ça avec d'autres tests qu'on va faire en même temps qu'on va faire passer cette échelle-là. On va faire, moi je pense que tout le monde, on va faire toute une batterie d'autres instruments qu'on va passer aux patients pour faire des corrélations, je veux dire, avec des outils qui sont déjà validés, comme l'échelle SARA, entre autres, qui est utilisée et qui est une plus commune, pour voir dans quelle mesure notre échelle à nous corrèle avec l'échelle SARA. Une échelle de spasticité qui est également connue dans la littérature, qui est utilisée dans la paralysie spastique. Des tests chronométriques, je veux dire, de dextérité, le NANO, le cardio, des tests de coordination standardisés, je veux dire, ici, initialement, standardisé, je veux dire, dans une étude qu'elle a faite à la maîtrise. Des tests d'équilibre qui sont connus comme le Berg, le Time Up and Go, et des échelles fonctionnelles de qualité de vie comme le rappel, une partie du Disease Rating Scale, puis une échelle de qualité de vie. Ça va nous permettre de valider, encore une fois, faire une validité construite de l'échelle. En même temps, tout ça va nous donner aussi plein de données quantitatives, je veux dire, sur les patients avec ataxie de Charcot-Marie, et qui pourrait éventuellement être utilisable également, je veux dire, dans un essai thérapeutique. Donc, ça sert, il y a une double fonction, je veux dire, à cette partie-là de cette étude-là, en plus de valider l'échelle ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire une fois qu'on va avoir ça? Bien, évidemment, c'est de déterminer s'il y a des effets planchers au plafond, vérifier s'il y a la présence d'items qui sont redondants dans l'échelle, est-ce qu'il y a des systèmes qui mesurent exactement la même chose, donc on pourra possiblement raccourcir l'échelle pour en faire une qui va se faire dans un temps plus court. On va réexaminer la pondération, je veux dire qu'on a donné de chacun des sous-scores, des items même, je veux dire, il y a peut-être des items qui ont une pondération pondérée. Et on va déterminer quelque chose qui est majeur pour les essais thérapeutiques, c'est la différence qu'on considère minimale, mais qui a une importance clinique. Alors, parce qu'éventuellement, la souris, ça va peut-être être... Ça, c'est un problème que Bernard va vivre avec ses physiologistes et ses gens de laboratoire. Mais en clinique, je veux dire, il va falloir qu'on se donne une marge de dire, bien, on veut améliorer les patients de X%, peu importe, mais basé sur quelque chose. Alors là, l'échelle va utiliser pour ça, pour dire, bien, ce qui est cliniquement significatif à partir d'une échelle sur 100 points, c'est 10 points, ou 15 points, ou 25 points, ou 3 points, je ne sais pas. Mais je veux dire, mais bref, ça, c'est majeur, parce que c'est à partir de ça qu'on va déterminer après la taille de l'échantillon qui va devoir subir l'essai thérapeutique pour voir si effectivement ça donne un résultat. On veut transformer cette échelle transversale-là, parce que l'étude qu'on fait, c'est une étude transversale qui va se faire sur, encore une fois, 50 patients. Donc, on veut réévaluer ces mêmes 50 patients-là dans un deuxième temps, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, ça reste à déterminer, pour voir longitudinal, est-ce qu'il y a une progression, est-ce qu'on mesure une progression, parce que la sensibilité au changement clinique, ça c'est une notion majeure, et il faut avoir des instruments de mesure qui permettent de mesurer ça. Si on veut mesurer une différence de 2% selon le construit de l'essai clinique, je veux dire, ça nous prend des instruments de mesure qui sont capables de mesurer une variation de 2%. Alors donc, la sensibilité au changement clinique, au changement qu'on veut mesurer, c'est important de le voir. Puis de vérifier, évidemment, si on obtient toujours la notion de la linéarité que je vous ai montré tantôt, c'est-à-dire que la progression constante linéaire de la maladie, ce que je vous ai montré tantôt, c'est les données transversales. Mais ça ne dit pas si la maladie évolue sur une base régulière. Est-ce qu'à certains stades de la maladie évolue plus rapidement, puis à certains stades, après, je veux dire, elle ralentit dans sa progression, on n'en sait absolument rien. Alors ça, il va falloir regarder cette linéarité-là en fonction des différents stades de la maladie qu'on a par groupe d'âge.
en parallèle à ce travail-là sur l'échelle et sur sa validation, on veut aussi développer d'autres tests quantitatifs qui vont nous permettre, alors tous ces tests-là, je veux dire, on en a parlé un peu tantôt, les tests de marche, les tests de coordination, vont déjà être utilisés dans la validation d'échelle, mais on veut aussi, on travaille avec un ingénieur de l'équipe de kinésiologie à l'UQAC pour travailler, pour essayer de développer des tests, je veux dire, plus quantitatifs, notamment la spirale d'Archimède en utilisant l'écran tactile, pour être capable de mesurer vraiment de façon quantitative, je veux dire, la déviation par rapport à la ligne sur laquelle on veut que les patients passent avec leur crayon. Même principe pour un 9-hole peg test, je veux dire, qui peut être fait sur un écran tactile, je veux dire, qui va donner des mesures, pas uniquement, je veux dire, en temps, mais également en qualité de mouvement. Même principe pour mesurer les oscillations sur des plateaux de force. Je vais vous parler dans une seconde d'un test du pendulum. Je vois Lyon. Lyon, comment c'est? Depuis Belcan. OK. Alors, Laurent, excuse-moi. Alors, Laurent, on s'est parlé hier parce que je veux dire, c'est exactement là que s'inscrit, là, je veux dire, ton appareillage qui permet de mesurer de façon quantitative la qualité de la marche. C'est exactement là que ça s'inscrit dans cette démarche-là, d'avoir des outils quantitatifs, je veux dire, de mesure de différents paramètres par rapport à cette maladie-là, parce que là, tu vois qu'il n'y a rien là-dedans, je veux dire, qui nous permet d'avoir une idée quantitative de la marche. Est-ce que c'est une erreur de 8 minutes voir le test? Habituellement, le standardisé, c'est 6 minutes. Oui, mais il y a le 8 minutes aussi qui existe. Ah? Il existe aussi le 8 minutes. Il existe aussi, pour moi, utilisé. Exact. Le pendulum, en fait, l'aspect peut-être le plus difficile pour nous, là, je veux dire, s'il y a des gens dans la salle qui ont des opinions, on est prêt, on est ouvert à toutes les suggestions, c'est la spasticité. On est tous pris avec l'échelle d'Ashworth, je veux dire, même en recherche. Je veux dire, c'est une échelle qui est très subjective, je veux dire, donc, je veux dire que les résultats, je veux dire, peuvent évidemment varier d'un évaluateur à l'autre. Alors, on essaie de trouver des façons plus quantitatives de mesurer la spasticité. On a pensé au pendulum, ça reste encore à démontrer si c'est faisable dans cette maladie-là. C'est un test qui est connu dans la littérature et qui a été utilisé dans l'appareil cerveau et dans plein d'autres maladies où il y a de la spasticité au membre inférieur. Il s'agit simplement de laisser tomber, le patient est en position couchée ou assise, on étire la jambe et on laisse tomber la jambe qui va osciller, je veux dire, en bas de la table. Alors donc, évidemment, quelqu'un qui a une spasticité, je veux dire, à cause de la vitesse de la chute, il va y avoir un catch à un certain angle. Puis ensuite, les oscillations risquent d'être réduites, je veux dire, s'il y a de la spasticité. Alors, ça peut se faire avec le poids uniquement de la jambe, ça peut se faire avec un poids qu'on ajoute à la cheville, de ces deux variantes, et il y a moyen, avec un oscillomètre, de regarder, je veux dire, à quel angle, je veux dire, on a un premier catch, et la qualité des oscillations par la suite. Vous avez un exemple ici d'un patient relativement normal, puis regardez ici un patient très spastique, où, je veux dire, il y a vraiment eu un catch très tôt, après ça, pratiquement pas d'oscillation. Donc, il y a des mesures quantitatives qu'on peut tirer, je veux dire, de ça. Et là, ça va nous donner une idée quantitative, encore une fois, de la spasticité. Mais ça reste, encore une fois, avec l'idée dans le petit cerveau-sanguin, on peut utiliser ça encore. Alors là, la diapo, comme vous avez pas vu, hier, Jean-Pierre vient de partir. La diapo qui a été montrée hier, je veux dire, par les gens, je veux dire, alors, il faut dire qu'on n'est pas toujours sérieux. J'ai tellement ri quand j'ai vu Jack. Merci.